J'ai découvert que mon mari mentait à sa famille depuis 6 ans. Et le pire était que je finançais moi-même ce mensonge chaque mois avec mon propre salaire. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis simplement restée assise à cette table de salle à manger tenant une fourchette pleine de purée de pommes de terre et je lui ai souri parce qu'à ce moment précis, j'ai compris quelque chose que j'en aurais jamais imaginé. Il venait de me donner la permission de tout récupérer. Je m'appelle Elisabeth Morel. J'ai 45 ans. Et jusqu'à ce dîner dominical de mars, je pensais savoir exactement qui était mon mari. La salle à manger sentait le poulet au romarin et les bougies que Marguerite insistait toujours pour allumer, même pour un dîner de famille ordinaire. Les parents de Jean étaient assis face à nous, François en bout de table comme s'il dirigeait encore quelque chose, Marguerite à ses côtés, se tamponnant la bouche avec une serviette après chaque bouchée. Diane, la sœur cadette de Jean, faisait défiler son téléphone sous la table, pensant que personne ne le remarquait. Mon téléphone a vibré sur mes genoux. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu le nom de ma mère. Je suis allée dans le couloir pour répondre, mon cœur se serrant déjà avant même qu'elle ne dise un mot. « Élie, c'est ton père » a dit Hélène, sa voix mince et prudente comme elle l'était toujours quand elle ne voulait pas être un fardeau. Le médecin dit que le traitement a fonctionné, mais les factures de soins non remboursées, ma chérie, on est un peu court. Je déteste même avoir à demander. Ne t'excuse pas, maman. Je m'en occupe. Je suis retournée à la table avec la poitrine encore vide à cause de sa voix. Je me suis assise, j'ai coupé mon poulet, et je l'ai dit aussi nonchalamment que j'ai pu. Et, alors mon père a eu une intervention médicale. Ça s'est bien passé, mais il y a quelques factures. Je vais les aider ce mois-ci. Je n'ai pas demandé de permission. Je n'avais jamais eu à le faire auparavant. En 6 ans de mariage, j'en avais jamais remis en question la destination de mon argent parce que pendant 6 ans, il était toujours allé à sa famille, pas à la mienne. Jean a posé sa fourchette lentement, délibérément. Les pièces deviennent silencieuses quand tout le monde est déjà d'accord avec ce qui vient d'être dit et attend simplement de voir si vous serez assez folle pour argumenter. Marguerite n'a pas levé les yeux de son assiette, mais j'ai vu le coin de sa bouche tressaillir. Une approbation à peine déguisée. François a hoché la tête une fois comme un juge confirmant un verdict. Diane a continué à faire défiler son écran, sans être perturbée, comme si c'était la phrase la plus normale au monde. Personne ne m'a défendu. Personne n'a même scié. J'ai regardé le visage de Jean, le visage que j'avais aimé pendant 11 ans, le visage autour duquel j'avais construit une vie. Et quelque chose en moi est devenu très calme, très clair, comme de l'eau qui se dépose après qu'on a cessé de la remuer. Parce que voici ce que Jean ne savait pas que je savais. Assis là, si satisfait de sa propre logique. J'avais mémorisé chaque virement, chaque paiement, chaque juste pour cette fois qui s'était transformé en chaque mois pour la famille Morel. Le loyer de Marguerite et François, couvert discrètement depuis l'année où ils avaient emménagé dans un appartement plus petit en prétendant que c'était par choix. L'assurance auto de Diane payée sans qu'elle n'ait jamais dit merci une seule fois. La facture d'électricité en novembre quand François refusait de baisser le chauffage. Le voyage familial sur la Côte d'Azur il y a 2 ans, celui que j'avais payé et auquel je n'avais pas été invitée parce que Jean disait que ce serait seulement pour la famille. 2300 € chaque mois sortant de mon compte depuis 6 ans. Ton argent est à toi. Mon argent est à moi. J'ai repris ma fourchette. J'ai même souri. Le genre de sourire que les gens affichent quand ils ont décidé de ne pas mener une bataille devant un public qui a déjà choisi son camp. D'accord, j'ai simplement dit. C'est juste. Jean s'est visiblement détendu, satisfait d'avoir gagné quelque chose. Marguerite a enfin levé les yeux, contente que la tension soit passée. Diane a posé son téléphone juste assez longtemps pour demander s'il restait du poulet. Personne à cette table n'a compris ce qui venait réellement de se passer. Ils pensaient que la conversation était terminée. Ils pensaient que j'avais cédé. Je n'avais pas cédé. On venait de me remettre exactement la règle que j'attendais depuis 6 ans que quelqu'un prononce à haute voix. J'ai fini mon dîner. J'ai ri à la blague de François sur le chien du voisin.
J'ai aidé Marguerite à débarrasser les assiettes, les rinçant sous l'eau tiède pendant qu'elle bavardait sur son jardin, ignorant totalement qu'elle discutait avec une femme qui venait de décider discrètement de cesser d'être sa banque. En rentrant ce soir-là, Jean a tendu la main et a serré la mienne sur la console comme si rien d'inhabituel ne s'était produit, comme s'il n'avait pas tracé une ligne à l'encre indélébile. Le dîner était agréable, a-t-il dit. Il l'était, j'ai répondu, regardant les lampadaires défiler sur le pare-brise. Je le pensais, en fait. C'était un dîner très instructif. Au moment où nous sommes arrivés dans notre allée, je savais déjà ce que j'allais faire. Pas par colère, pas par dépit, par arithmétique. Si mon argent était à moi et que son argent était à lui, alors pour la première fois en 6 ans, j'allais enfin suivre les règles de notre mariage exactement comme elles étaient écrites. J'en avais simplement pas encore idée que les règles s'appliquaient dans les deux sens. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. J'étais allongée à côté de Jean, l'écoutant respirer lentement et sans trouble comme un homme qui avait dit quelque chose de banal au dîner au lieu de quelque chose qui venait de mettre fin à un arrangement dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Vers 1h du matin, j'ai abandonné tout espoir de dormir. Je suis descendue dans mon bureau à la maison et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis dit que je voulais juste regarder les chiffres. C'était la version polie de ce que je faisais réellement. Je me suis connectée à mon compte courant personnel, celui qui était le mien depuis avant notre mariage, celui que j'en avais jamais demandé à voir parce qu'il supposait correctement que ce n'était pas ses affaires. J'ai sorti 6 ans de relevés. Puis j'ai ouvert un tableur parce que je suis le genre de personne qui a besoin de voir une chose en noir et blanc avant de se permettre d'y croire. Les virements étaient tous là, ordonnés et récurrents, comme un deuxième prêt immobilier que j'aurais payé pour une maison où je ne vivais pas. 1100 € par mois pour Marguerite et François remontant à l'année où ils avaient vendu leur maison dans le Berry et s'étaient installés dans cette location près de chez nous, celle que Jean jurait être temporaire. 30 € pour l'assurance auto de Diane, que j'avais commencé à couvrir après son divorce et que je n'avais jamais arrêté parce que personne ne m'avait jamais dit d'arrêter. Les surplus de factures d'énergie chaque fois que François faisait tourner la climatisation comme si c'était gratuit. Une réparation de toiture de 3800 € il y a 2 ans que Marguerite a décrite à son club de lecture en disant que Jean s'était vraiment démené pour eux. Le voyage dans le sud, les soins dentaires, le Noël où Jean a reçu les éloges pour sa générosité en utilisant une carte liée à un compte qu'il n'avait jamais approvisionné. J'ai refait les calculs 3 fois parce que je ne me faisais pas confiance les 2 premières. 2300 € et quelques chaque mois pendant 6 ans. Pas un seul euro de Jean. Chaque virement portait mon nom et chaque once de gratitude dans cette famille était allée vers lui. Je me suis rassise dans mon fauteuil et j'ai laissé cela s'installer dans mon corps comme de l'eau froide le fait, lentement et complètement. J'ai pensé à chaque fois que Jean avait dit c'est la famille Elie, chaque fois que j'hésitais, aussi brièvement que ce soit, face à une autre demande. J'ai pensé à la chaleur spécifique dans sa voix quand il défendait les dépenses de sa mère et à la froideur spécifique dans sa voix au dîner ce soir-là quand le sujet était mon propre père. Tes parents, ton problème, ton argent est à toi. Je veux être honnête à propos de quelque chose parce que ce n'est pas l'histoire d'une femme qui découvre soudainement qu'elle est une victime et jette dramatiquement un verre de vin. Je n'étais pas en colère de la façon dont les gens s'attendent à ce que la colère ressemble. J'étais calme, d'un calme troublant comme on le devient quand une décision cesse d'être émotionnelle et devient structurelle. Comme découvrir qu'une poutre de soutien dans votre maison a pourri discrètement et que vous comprenez enfin pourquoi le sol craque. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à ma conseillère financière, Carole, une femme en qui j'ai plus confiance qu'en la plupart des gens de ma vie. Je n'ai pas appelé. Il était 1h du matin. J'ai juste écrit, j'ai besoin de te parler demain pour restructurer certains virements automatiques. Rien d'urgent, juste prête à faire un changement. Carole a répondu dans l'heure parce que Carole ne dort jamais non plus. Quand tu veux, tout va bien. Tout est sur le point de l'être, j'ai répondu. Le lendemain matin, j'étais assise dans le bureau de Carole avec mon café refroidissant dans ma main pendant qu'elle affichait mes comptes sur son écran. Je lui ai dit que je voulais que chaque virement récurrent vers la famille Morel, aide au loyer, assurance, charges, tout cela soit annulé à compter du 1er du mois prochain.
Je lui ai aussi demandé de m'aider à ouvrir un nouveau compte séparé de tout ce que Jean pourrait voir, spécifiquement pour aider mes propres parents. Quelque chose de propre, quelque chose d'honnête, quelque chose qui n'était pas construit sur la règle de quelqu'un d'autre. Carole n'a pas demandé pourquoi. Elle me connaît depuis 11 ans, depuis avant Jean, et elle a un talent particulier pour analyser une situation sans avoir besoin d'explication. Elle a simplement tapé tranquillement, a confirmé les annulations et a fait glisser une feuille de papier sur le bureau pour ma signature. C'est fait, a-t-elle dit. Cela s'arrête à partir du 1er. J'ai signé mon nom et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine que je n'avais pas réalisé être serré. Cet après-midi-là, un courriel est arrivé dans ma boîte de réception avec l'objet « Confirmation d'annulation de paiement récurrent ». Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur et j'ai continué le reste de ma journée comme si c'était n'importe quel autre mardi, supermarché, pressing, dîner avec Jean où il a parlé d'une réunion de travail, et j'ai hoché la tête au bon moment. Il n'y a pas eu de dispute, pas de confrontation, pas d'annonce dramatique à table. Je n'en avais pas besoin. Jean m'avait déjà donné exactement les mots dont j'avais besoin gratuitement devant témoins. Ton argent est à toi. Mon argent est à moi. J'étais simplement la première personne dans cette maison prête à vivre réellement selon ces mots. Cette nuit-là, de nouveau au lit, j'ai pensé à mon père dans son fauteuil, trop fier pour demander de l'aide 2 fois, et à la voix prudente de ma mère au téléphone s'excusant pour une facture qui n'était pas de sa faute. J'ai pensé à la rapidité avec laquelle je les aiderais maintenant, discrètement, sans avoir besoin de la permission ou de l'approbation de quiconque, sans avoir à le défendre à une table de dîner devant des gens qui ne m'avaient jamais défendu une seule fois. Jean s'est retourné et a murmuré quelque chose sur sa fatigue, puis s'est endormi en quelques minutes. Je suis restée là encore un moment, fixant le plafond, me sentant étrangement légère pour une femme qui venait de faire exploser quelque chose d'énorme dans un silence complet. Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait commencé. Il pensait encore que la conversation s'était terminée à cette table de dîner. Elle n'était pas terminée. Elle venait de commencer et le premier paiement devait disparaître dans exactement 19 jours. Le téléphone a sonné à 8h14 du matin et je savais déjà avant même de regarder l'écran exactement quel nom y figurerait. Marguerite. Je l'ai laissé sonner 2 fois pendant que je finissais de verser mon café. Pas par cruauté, juste par habitude. Je n'ai jamais aimé répondre au téléphone quand j'ai les mains prises. Quand j'ai finalement décroché, sa voix est arrivée, aiguë et sèche, ayant totalement perdu sa chaleur mielleuse habituelle. Elisabeth, il y a un problème avec le virement du loyer. Il n'est pas passé ce mois-ci. C'est exact, j'ai dit, gardant ma voix calme, presque agréable. Je l'ai arrêté. Il y a eu une pause sur la ligne, le genre où l'on peut pratiquement entendre quelqu'un recalculer toute sa compréhension d'une personne. Tu l'as arrêté, Elisabeth. Nous dépendons de cela. La pension de François ne couvre pas la différence. Tu le sais. Je le sais, j'ai dit. Mais Jean a été très clair l'autre soir. Mon argent est à moi. Je ne fais que suivre sa règle. Le silence qui a suivi était plus long cette fois, plus lourd. Marguerite n'avait pas de réponse prête parce qu'en 6 ans, elle n'en avait jamais eu besoin. Je lui ai dit que j'espérais qu'il trouverait une solution, je lui ai souhaité une bonne matinée, et j'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse récupérer assez pour argumenter. J'ai fini mon café debout à la fenêtre de la cuisine, regardant une voisine promener son chien, me sentant étrangement sereine face à mon propre sang-froid. Je m'attendais à ressentir quelque chose de plus grand, du triomphe peut-être, ou de la culpabilité. Au lieu de cela, je me sentais juste lucide comme une fenêtre qui venait enfin d'être lavée après des années de crasse. Jean est rentré du travail ce soir-là, déjà agité, sa cravate desserrée, sa mâchoire contractée d'une manière que je reconnaissais après des années à le regarder absorber de mauvaises nouvelles avant qu'il ne soit prêt à les refiler à quelqu'un d'autre. Ma mère m'a appelé, a-t-il dit, jetant ses clés sur le comptoir plus fort que nécessaire. Elle dit que tu as annulé le paiement du loyer. C'est vrai. Elisabeth, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu punis ma famille pour un commentaire au dîner. Je ne punis personne, j'ai dit, me tournant pour lui faire face totalement.
Tu as dit que ton argent est à toi et que mon argent est à moi. J'ai accepté. Je garde simplement mon argent pour moi comme tu l'as demandé. C'est différent, a-t-il dit rapidement, les mots quittant sa bouche avant qu'il ne les ait clairement réfléchis. Différent. Comment? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je l'ai regardé chercher une réponse de la même façon qu'on regarde quelqu'un tâter ses poches pour des clés qu'il n'est soudainement plus sûr d'avoir apportées. C'est juste que ce sont mes parents. Ce n'est pas la même chose qu'une simple transaction. Ce n'était pas une transaction quand je couvrais l'assurance auto de ta sœur pendant 2 ans non plus, j'ai dit calmement. Mais je ne me souviens pas que tu aies dit que c'était différent. Il n'avait aucune réponse à cela. Pour la première fois en 11 ans de mariage, j'ai regardé mon mari se tenir dans notre cuisine avec absolument rien à dire. Et quelque chose dans ce silence semblait plus honnête que n'importe quelle conversation que nous avions eue depuis longtemps. Son téléphone a vibré, puis vibré à nouveau. Le nom de Diane a illuminé l'écran, et il est allé dans le salon pour répondre, sa voix baissant dans ce ton bas et apaisant qu'il utilisait chaque fois qu'il gérait les émotions de sa sœur au lieu de les affronter. Je ne pouvais pas entendre chaque mot, mais j'en ai entendu assez, expiration d'assurance, avis d'annulation. Ne panique pas. L'assurance auto de Diane arrivait à échéance, et pour la première fois depuis son divorce, personne ne la couvrait discrètement. François a appelé ensuite plus tard dans la nuit alors que Jean et moi nous préparions à aller au lit. J'ai entendu la voix de Jean changer à nouveau, cette fois, plus ferme, plus défensive, le ton d'un fils essayant de paraître adulte tout en subissant une réprimande. « Papa, je vais lui parler. Donne-lui juste quelques jours. Une pause. Non, je ne vais pas laisser couler. J'ai dit que je m'en occupais. » Il a raccroché et m'a regardé comme s'il attendait des excuses. Je n'en ai offert aucune. J'ai simplement tiré les couvertures et je me suis mise au lit comme n'importe quelle autre nuit. François veut te parler directement, a dit Jean. Il dit qu'il gérera cela comme un adulte. Il est le bienvenu pour m'appeler lui-même, j'ai dit, mais rien ne va changer. Je ne vais rien rétablir. Jean est resté assis sur le bord du lit pendant un long moment, les épaules affaissées, fixant son téléphone comme s'il pouvait se réorganiser en une conversation différente s'il le regardait assez longtemps. Je l'ai observé de là où j'étais allongé, étudiant un homme que je connaissais depuis plus d'une décennie, le regardant affronter pour la toute première fois la forme d'une limite au lieu du confort d'une supposition. Je n'ai ressenti aucune envie de le réconforter. Je n'ai ressenti aucune envie de m'expliquer davantage. Je m'étais déjà expliqué parfaitement avec ses propres mots à sa propre table de dîner devant sa propre famille. Il a finalement posé le téléphone face contre terre sur la table de nuit et a éteint la lampe. Mais je pouvais dire à sa respiration qu'il ne dormait pas non plus. Quelque part dans cette obscurité, je l'imaginais faisant des comptes dans sa tête pour la première fois depuis des années. Des chiffres auxquels il n'avait jamais eu à penser parce que je les avais toujours gérés discrètement pour lui. 30 jours. C'est le temps que les baux, les polices d'assurance et les délais de grâce des services publics tiendraient avant que les conséquences réelles ne commencent à tomber sur les pas de porte. 30 jours avant que la famille qui ne m'avait jamais remercié pour rien ne doive s'expliquer à elle-même exactement comment elle vivait depuis 6 ans et aux frais de qui. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé dériver vers le sommeil, sans trouble, stable, patiente. Quoi qu'il arrive ensuite, j'étais enfin prête. 30 jours est une unité de temps étrange. C'est assez court pour sembler n'être rien quand on attend des vacances, et assez long pour défaire les finances de toute une famille quand l'argent qui les maintenait discrètement ensemble disparaît sans prévenir. À la fin de ce mois, les conséquences avaient cessé d'être des appels téléphoniques et commençaient à être de la paperasse. Marguerite et François ont reçu une mise en demeure formelle de leur propriétaire, le genre avec une impression en rouge et une date limite au lieu d'un rappel poli. La compagnie d'assurance de Diane a envoyé un avertissement d'annulation, lui donnant 10 jours pour payer intégralement sous peine de perdre toute couverture. Ce qui signifiait qu'elle risquait aussi de perdre sa capacité à conduire légalement pour se rendre au travail dont elle se plaignait depuis des mois. Et un petit prêt familial que je couvrais discrètement depuis des années. Celui que François avait contracté pour une camionnette dont il avait besoin pour une entreprise de jardinage qui n'avait jamais vraiment décollé a connu son premier impayé, déclenchant un appel de la banque directement chez lui.
Je sais tout cela non pas parce que je les surveillais, mais parce qu'ils se sont assurés absolument que je le sache. Des SMS, des messages vocaux, un courriel de Diane avec l'objet, ce n'est pas juste Elisabeth. Comme si la justice avait jamais fait partie de l'arrangement original. Jean a convoqué une réunion de famille d'urgence chez nous, son choix, pas le mien. Ils sont arrivés un samedi après-midi, entrant dans mon salon comme une délégation arrivant pour négocier une reddition, sauf qu'ils semblaient croire que c'était moi qui devais des excuses. Marguerite s'est assise avec raideur sur le bord du canapé, son sac à main sur ses genoux comme une armure. François se tenait près de la cheminée les bras croisés, la mâchoire serrée de la façon particulière d'un homme répétant un discours qu'il pense être plus percutant s'il ne s'assoit pas pour le prononcer. Diane était perchée sur le fauteuil, les yeux rougis, son téléphone serré dans une main comme une bouée de sauvetage. Marguerite a parlé la première, sa voix tremblant entre la blessure et l'accusation. « Tu savais que nous dépendions de cet argent, Elisabeth. Tu le savais et tu l'as juste coupé comme si nous ne comptions pas. » Non, j'ai dit calme et égal. On m'a dit que mon argent était à moi. Je suis simplement la première personne de cette famille à y croire réellement. François est intervenu, sa voix plus forte, plus théâtrale. Il ne s'agit pas d'un commentaire au dîner. Il s'agit de la loyauté familiale. Nous t'avons toujours traité comme l'une des nôtres. J'ai failli rire à cela, mais je ne l'ai pas fait parce que rire aurait donné au moment plus de chaleur qu'il n'en méritait. Au lieu de cela, je l'ai regardé fixement. La loyauté familiale, j'ai répété. Choix de mots intéressants étant donné que mon père était à l'hôpital le mois dernier et que personne dans cette pièce n'a demandé comment il allait. Personne n'a eu de réponse à cela non plus. Diane a regardé son téléphone. La bouche de Marguerite s'est ouverte puis refermée. Jean, debout près de la porte, a essayé de se glisser dans le rôle du pacificateur, le médiateur neutre, essayant de calmer deux factions en guerre. Sauf que l'une de ces factions était sa propre femme, et l'autre était des gens qui vivaient confortablement de son argent depuis des années. Élie, allez. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? Peut-être pas tout d'un coup, mais non, j'ai dit, lui coupant simplement la parole avant que la phrase ne puisse se transformer en une demande déguisée en compromis. Je suis allé au tiroir de la table basse et j'ai sorti un dossier que j'avais préparé quelques jours plus tôt, épais de 6 ans de relevés bancaires imprimés, surlignés et organisés par catégorie. Je l'ai posé sur la table basse et je l'ai ouvert lentement, laissant la pièce absorber ce qu'il regardait. Aide au loyer, assurance auto, surplus de charges, réparation de la toiture, prêt pour la camionnette, voyage dans le sud. J'ai lu chaque ligne à haute voix, calmement, sans fioriture, laissant les chiffres parler d'eux-mêmes. 2300 € par mois pendant 6 ans. C'est un peu plus de 165 000 €. La pièce est devenue totalement silencieuse. La main de Marguerite a dérivé vers sa poitrine. Les bras de François se sont décroisés, et pour la première fois depuis qu'il était entré, il ressemblait moins à un homme rendant un verdict et plus à un homme réalisant qu'il pourrait être en train de passer en jugement. Diane a enfin parlé, sa voix petite. Je ne savais pas que c'était autant. Aucun d'entre vous ne le savait, j'ai dit, parce qu'aucun d'entre vous n'a jamais demandé. Vous avez juste supposé que ce serait toujours là. Jean a fixé le dossier comme s'il appartenait à un étranger. Son visage pâle, sa mâchoire travaillant en silence. J'ai regardé quelque chose changer derrière ses yeux. Pas de la culpabilité exactement, pas encore, mais les premières étapes d'un homme réalisant que l'histoire qu'il s'était racontée sur sa propre générosité était sur le point de s'effondrer devant les personnes même à qui il l'avait racontée. J'ai refermé le dossier doucement et j'ai regardé autour de moi chacun d'eux à tour de rôle. Le visage frappé de Marguerite, la posture incertaine de François, la honte tranquille de Diane, et enfin Jean toujours debout près de l'entrée comme un homme qui soudain n'était plus sûr de quel côté de la pièce il appartenait. Il y a encore une chose, j'ai dit, ma voix stable, sans hâte. Vous devriez probablement demander à Jean d'où il vous disait que tout cet argent provenait. Chaque tête dans cette pièce s'est tournée vers mon mari en même temps. Et pour la première fois en 6 ans, j'ai regardé la version de lui-même qu'il avait construite pour sa famille commencer à se désagréger. Marguerite s'est tournée vers son fils lentement. De la façon dont les gens bougent quand ils soupçonnent déjà que la réponse va faire mal et se préparent quand même.
Jean, a-t-elle dit prudemment, qu'est-ce qu'elle veut dire par te demander? Jean n'a pas répondu tout de suite. Il se tenait là dans l'encadrement de la porte de notre salon, sa main agrippant le cadre comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Et j'ai regardé 11 ans de charme pratiquer le trahir pour la première fois devant un public qui comptait réellement pour lui. Jean, a dit François, sa voix plus basse maintenant, plus dure. Où as-tu dit à ta mère que cet argent provenait? J'aurais pu répondre pour lui. J'avais les relevés, les dates, les preuves étalées dans ce dossier sur la table basse, mais je suis restée silencieuse parce que certaines vérités frappent plus fort quand la personne qui les cache doit les dire elle-même à haute voix. Je leur ai dit que ça venait de nous, a finalement dit Jean. De nos comptes joints. J'ai dit que nous nous en sortions bien, que je voulais aider. Nous, j'ai répété doucement. Il n'y a pas de compte joint pour cela, Jean. Il n'y en a jamais eu. Chaque virement provenait de mon compte personnel, celui que j'ai depuis avant notre mariage. Tu n'as jamais contribué d'un seul euro à tout cela. Le visage de Marguerite est passé par plusieurs expressions en succession rapide, confusion, incrédulité, et enfin quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. Le chagrin de réaliser qu'une histoire qu'elle s'était racontée pendant des années n'avait jamais été vraie. Tu m'as dit que tu t'occupais de nous, a-t-elle dit à Jean, sa voix se brisant. Tu as dit que tu étais fier de pouvoir enfin rendre après tout ce que nous avons fait pour t'élever. Je voulais que vous soyez fiers de moi, a dit Jean. Et pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui, presque avant de me rappeler exactement quel argent avait acheté cette fierté. Diane était assise, figée dans le fauteuil, son téléphone enfin oublié sur ses genoux. Donc pendant tout ce temps, a-t-elle dit lentement, ce n'était pas Jean qui était généreux. C'était l'argent d'Elisabeth et Jean s'en attribuait juste le mérite. Personne ne lui a répondu parce que le silence dans la pièce l'avait déjà fait. Je suis allée à la table basse et j'ai rouvert le dossier, tournant vers une page spécifique que j'avais marquée la veille. Ici, j'ai dit, montrant une ligne d'il y a 3 ans. C'était la réparation du toit. Marguerite, tu as dit à ton club de lecture que Jean s'était vraiment démené pour vous cette année-là. Je m'en souviens parce que tu l'as mentionné à Pâques. J'ai levé les yeux vers elle. Jean était à Lyon pour le travail tout ce mois-là. J'ai payé l'entrepreneur directement. J'ai la facture. La main de Marguerite a tremblé légèrement alors qu'elle tendait la main vers le dossier, comme si elle avait besoin de le voir elle-même avant de pouvoir y croire pleinement, même avec son fils se tenant à 1 mètre d'elle, confirmant chaque mot. L'atmosphère dans la pièce avait complètement changé. Ce qui était entré comme une colère juste envers moi s'était transformé en quelque chose de bien plus inconfortable. Une famille forcée de regarder la personne en qui elle avait le plus confiance et de réaliser qu'il réécrivait discrètement la réalité depuis des années aux dépens de sa femme pour son propre confort. Marguerite a essayé faiblement de reconstruire une version de l'argument avec lequel elle était venue. Eh bien, peu importe d'où cela vient, Elisabeth, la famille c'est la famille. Nous sommes toujours ta famille. Tu devrais vouloir aider. Je l'ai regardé fixement, gardant ma voix douce mais très claire. Et est-ce que mes parents sont aussi votre famille, Marguerite? Parce que quand mon père était à l'hôpital le mois dernier, personne dans cette pièce n'a demandé comment il allait. Personne n'a envoyé de carte. Personne ne s'est même souvenu de son nom. Elle n'a pas eu de réponse. François a regardé le tapis. Diane a essuyé ses yeux, mais cette fois j'ai compris que les larmes n'étaient pas pour moi, et qu'elles n'étaient pas vraiment pour Jean non plus. Elles étaient pour l'absence soudaine d'un filet de sécurité auquel elle n'avait jamais eu à réfléchir 2 fois auparavant. Jean a attrapé mon bras et a fait un geste vers la cuisine, sa voix basse et urgente. Est-ce qu'on peut parler en privé? Je l'ai suivi, principalement parce que je ne voulais pas de public pour ce que j'allais dire non plus. Il a fermé la porte à moitié derrière nous, son visage tendu par quelque chose entre la panique et l'humiliation. Tu me fais passer pour un menteur devant toute ma famille, a-t-il dit. Tu es un menteur, Jean. Je suis juste la raison pour laquelle c'est visible maintenant. Ce n'est pas juste. Je voulais juste qu'ils aient une bonne image de moi. Tu voulais qu'ils aient une bonne image de toi en utilisant mon argent à mon insu pendant 6 ans, j'ai dit. Et quand mon propre père a eu besoin d'aide, tu t'es tenu à cette table de dîner et tu m'as dit devant tout le monde qu'il n'était pas ton problème.
Tu as construit toute ta réputation auprès de cette famille sur mon salaire. Jean, ce n'est pas un malentendu. C'est un choix que tu as fait encore et encore. Il n'a pas argumenté. Il ne pouvait pas avec le dossier encore ouvert sur la table basse pour que n'importe qui puisse le voir en passant. J'ai adouci ma voix, pas par pardon, mais parce que j'avais encore besoin de quelque chose de ce moment au-delà d'avoir simplement raison. Si nous devons parler d'argent dans cette famille à partir de maintenant, ce sera honnêtement tout. Plus d'histoire, plus de crédit pour des choses que tu n'as pas faites. Tout le monde dans cette pièce mérite la vérité, y compris toi. Il a hoché la tête lentement, ses épaules s'affaissant, paraissant pour la première fois depuis que je le connaissais véritablement incertain de sa position. Nous sommes retournés dans le salon ensemble, et je pouvais sentir chaque regard se déplacer vers nous, attendant de voir de quel côté de la pièce la phrase suivante tomberait. Je me suis rassise, j'ai joint mes mains et j'ai regardé chacun d'eux. Si nous faisons cela, j'ai dit, nous le faisons correctement. Tous les chiffres sur la table avec quelqu'un de neutre dans la pièce pour que tout reste honnête. Marguerite a ouvert la bouche pour objecter, puis a regardé le dossier, puis son fils, et l'a refermé. J'ai envoyé les invitations 2 jours plus tard, et je les ai envoyées comme je fais tout maintenant, calmement par écrit sans laisser de place pour que quiconque puisse plus tard prétendre avoir mal compris les termes. Un courriel à Marguerite et François, un SMS à Diane, un appel téléphonique à mes propres parents où je leur ai donné beaucoup plus de préavis et beaucoup plus de réconfort parce que contrairement à la famille de Jean, la mienne ne m'avait jamais fait sentir comme une obligation. J'ai aussi appelé Carole, ma conseillère financière, et je lui ai demandé de nous rejoindre, pas comme une faveur, comme une professionnelle. Si cette famille voulait parler d'argent, nous allions en parler avec quelqu'un dans la pièce qui traitait des faits, pas des sentiments. Nous nous sommes réunis un dimanche après-midi dans une petite salle de conférence que Carole avait organisée via son bureau, terrain neutre, pas de cuisine dans laquelle quelqu'un pourrait s'enfuir. Pas de coussins de canapé acérés comme des bouées de sauvetage, juste une longue table, des verres d'eau, et assez de lumière du jour à travers les fenêtres pour que personne ne puisse se cacher dans l'ombre. Mes parents sont arrivés les premiers. Mon père, Robert, est entré plus lentement qu'avant, s'appuyant légèrement sur le bras de ma mère, mais il portait son beau pull et a serré la main de Carole comme un homme assistant à une réunion importante, ce qu'il comprenait être à sa manière tranquille. Ma mère, Hélène, s'est assise tout près de lui, ses mains jointes sur ses genoux, ne demandant rien, n'attendant rien comme elle l'a toujours fait. Le contraste était immédiat, et je ne pense pas avoir été la seule à le remarquer. Marguerite et François sont arrivés ensuite, habillés plus formellement que l'occasion ne l'exigeait, comme si la formalité pouvait restaurer une certaine autorité qu'ils sentaient leur échapper. Diane est venue seule plus silencieuse que je ne l'avais vue depuis des années. Son téléphone laissé dans son sac pour une fois au lieu de l'avoir à la main. Jean s'est assis à côté de moi et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, il n'a pas essayé de combler le silence avec son charme. Carole a ouvert son ordinateur portable et a guidé la pièce à travers 6 ans de documentation calmement, professionnellement, sans éditorialiser. Contribution au loyer, paiement d'assurance, surplus de charges, le toit, le prêt de la camionnette, le voyage pour lequel personne ne m'avait remercié parce que personne n'avait su qui remercier. Elle lisait les chiffres comme un comptable lit des chiffres sans jugement, ce qui d'une certaine manière a rendu le jugement plus lourd que si je l'avais rendu moi-même avec des larmes dans les yeux. François s'est raclé la gorge à mi-chemin essayant d'intervenir. Écoutez, nous apprécions tout ce qu'Elisabeth a fait. Vraiment. Nous pensons juste que, François, a dit Carole doucement mais fermement. J'aimerais finir le résumé d'abord et ensuite il y aura du temps pour que tout le monde s'exprime. Il s'est rassis visiblement peu habitué à être recadré par quelqu'un qui n'était pas sa femme. Quand Carole a fini, la pièce est restée dans un silence plus lourd que n'importe quelle dispute. Même Marguerite, qui avait passé un mois à insister sur le fait que j'exagérais, regardait le résumé imprimé devant elle comme s'il appartenait à une famille totalement différente, une famille bien plus dépendante qu'elle ne s'était jamais permis de l'admettre. J'ai parlé ensuite et j'ai gardé ma voix égale parce que j'avais répété cela dans ma tête plus de fois que je n'aimerais l'admettre. Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit, j'ai dit. Je suis ici parce que pendant 6 ans, des décisions ont été prises concernant mon argent. Sans mon accord, un mérite a été pris qui n'était pas gagné.
Et quand mes propres parents ont eu besoin d'aide, on m'a dit qu'il n'était le souci de personne d'autre que le mien. Cela s'arrête aujourd'hui. Pas la relation, l'arrangement. Les yeux de Marguerite ont brillé. Mais cette fois, j'ai senti que ce n'était pas une performance. Nous ne savions pas, a-t-elle dit doucement. J'ai cru mon fils. Je sais, j'ai dit, et je le pensais gentiment. C'est exactement le problème. Vous avez cru une histoire au lieu de poser une seule question en 6 ans. François, à son crédit, a été le premier à dire les mots que personne d'autre ne pouvait prononcer. Nous nous sommes installés dans le confort, a-t-il dit, fixant la table. Assez de confort pour ne pas demander d'où ça venait tant que ça continuait d'arriver. Diane a enfin levé les yeux, sa voix petite mais honnête. Je dois prendre un deuxième travail. J'aurais dû en avoir un depuis longtemps. Je n'ai juste jamais pensé que j'en aurais besoin. J'ai exposé les nouveaux termes clairement de la façon dont Carole m'avait appris à exposer tout accord, clair, spécifique, rien de sous-entendu. Pas de soutien inconditionnel à l'avenir. Pas de virement sans ma connaissance directe et mon consentement. Personne ne décidant en mon nom ce que ma famille valait par rapport à la sienne. Jean a assisté à tout cela sans interrompre. Et j'ai regardé quelque chose s'installer sur son visage qui ressemblait moins à de la colère maintenant et plus à une arithmétique lente et inconfortable de sa part. Pas seulement l'argent pour lequel il avait perdu tout crédit, mais l'autorité tranquille qu'il avait toujours supposé détenir sur la façon dont nos finances et par extension notre mariage seraient gérés. Personne n'a applaudi. Personne ne s'est embrassé. Ce n'était pas ce genre de fin, et je n'ai jamais eu l'intention que ce le soit. Mais quand la réunion s'est terminée et que tout le monde est sorti sur le parking, Marguerite s'est arrêtée à côté de moi juste un instant. Merci, a-t-elle dit doucement, d'avoir été plus honnête avec nous que mon propre fils ne l'a été. J'ai hoché la tête et j'ai laissé cela suffire pour le moment. Jean a marché à côté de moi jusqu'à la voiture en silence. Et quelque part dans ce silence, je pense que nous avons tous les deux compris la même vérité sans avoir besoin de la dire à haute voix. L'argent n'avait été que la surface de tout cela. Ce qu'il perdait réellement était la version de contrôle sur laquelle il n'avait jamais réalisé qu'il s'appuyait. Il y a un genre particulier de paix qui ne s'annonce pas. Elle n'arrive pas avec des feux d'artifice ou une musique dramatique. Elle s'installe simplement tranquillement de la même façon que la lumière du matin remplit une pièce dont vous avez gardé les rideaux fermés trop longtemps. C'est ce que les semaines après la réunion de famille ont semblé être. Pas triomphante, pas revancharde d'une manière cinématographique bruyante, juste calme, propre, à moi. J'ai pris une partie de ce qui disparaissait chaque mois dans les dépenses de la famille Morel et je l'ai redirigé exactement là où j'avais toujours voulu que ça aille. J'ai payé le reste des factures médicales de mon père en totalité. J'ai engagé un entrepreneur pour réparer la marche affaissée du perron que mes parents contournaient depuis 2 ans. Celle que ma mère disait toujours qu'elle finirait par réparer un jour. J'ai même mis de côté assez pour les envoyer tous les deux faire un petit voyage. Rien d'extravagant, juste quelques jours dans une maison au bord d'un lac dans le Morvan parce que j'ai réalisé en cours de route que j'avais passé 6 ans à financer le confort des autres et rien pour la joie de mes parents. Mon père a pleuré quand je lui ai parlé du perron. Pas bruyamment. Ce n'est pas un homme qui pleure bruyamment, juste un rassemblement tranquille dans ses yeux alors qu'il était assis dans son fauteuil, agitant sa main comme s'il était embarrassé par sa propre gratitude. Tu n'as pas à faire tout ça, Ellie. On se débrouillait avant. Je sais que vous le faisiez, j'ai dit, m'asseyant à côté de lui, prenant sa main. Mais vous ne devriez pas avoir à juste vous débrouiller. Plus maintenant. Ce n'est pas de la charité, papa. C'est de l'amour. Je peux enfin le donner de la façon dont j'ai toujours voulu. Il a serré ma main et aucun de nous n'a eu besoin de dire autre chose. Jean a essayé à sa manière de arranger les choses. Il s'est excusé plus d'une fois et je pouvais dire qu'une partie de cela était sincère. Enterré quelque part sous la panique d'avoir presque perdu quelque chose qu'il avait tenu pour acquis pendant plus d'une décennie. Mais j'ai remarqué quelque chose d'important dans ses excuses. Il revenait sans cesse aux conséquences. La déception de sa mère, la galère financière de sa sœur, la gêne lors des réunions de famille. Maintenant, et revenait rarement, voire jamais, à la blessure réelle.
Le fait qu'il s'était tenu à notre table de dîner et avait rejeté mes parents comme un problème qui n'était pas sa préoccupation. Je ne me suis pas précipitée pour lui pardonner, et je ne me suis pas précipitée pour le punir non plus. J'ai appris que la vengeance n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est simplement refuser de revenir à la situation antérieure simplement parce que quelqu'un a fini par s'excuser. Je n'ai pas demandé le divorce. Pas encore. Mais j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des années plus tôt. J'ai assis Jean et j'ai exposé les nouveaux termes pour notre mariage. De la même façon que Carole avait exposé les chiffres dans cette salle de conférence, clair, spécifique, rien de sous-entendu. Les comptes séparés restaient séparés. Les décisions financières majeures nécessitaient que nous soyons tous les deux présents à la même table. Pas d'arrangement secret, pas de supposition tacite sur quelle famille comptait le plus. Et je lui ai dit clairement que nous avions besoin d'une thérapie de couple, pas parce que je voulais le punir, mais parce que j'avais besoin de savoir si l'homme assis en face de moi était capable de changer réellement ou simplement capable d'être désolé une fois pris la main dans le sac. Il a accepté tout cela. Est-ce que cet accord tiendra? C'est encore quelque chose auquel le temps répondra, pas moi. Pendant ce temps, la famille Morel s'est adaptée comme les gens le font quand un filet de sécurité est enfin retiré. Et ils découvrent souvent à leur propre surprise qu'ils sont plus capables qu'ils ne le pensaient. Marguerite et François ont encore réduit leur train de vie, emménageant dans un appartement plus petit qui correspond à leur retraite réelle au lieu du mode de vie gonflé que 6 ans de mon argent avaient discrètement subventionné. Diane a pris un deuxième emploi dans un cabinet dentaire à 3 villes de là. Et la première fois qu'elle m'a appelé, ce n'était pas pour demander quoi que ce soit. C'était simplement pour me dire presque timidement qu'elle avait effectué son premier versement pour sa voiture entièrement par elle-même. C'était bizarre, a-t-elle admis. Bien. Bizarre. Je lui ai dit que je comprenais exactement ce qu'elle voulait dire. Plus personne dans cette famille ne m'appelle son fonds d'urgence. Plus personne ne suppose. Et étrangement, dans l'espace où le ressentiment aurait pu grandir, au contraire quelque chose d'un peu plus honnête a commencé à prendre racine, des conversations qui n'impliquent pas automatiquement de l'argent. Des limites qui ne nécessitent pas un dossier de relevé bancaire pour être appliquées. Il y a quelques soirs, j'étais assise à la table de la cuisine de mes parents pour le dîner. La petite table avec le pied bancal que mon père refuse de laisser réparer parce qu'il dit qu'elle a du caractère. Ma mère avait fait un pot-au-feu. Mon père a raconté la même histoire sur sa partie de pêche qu'il a racontée 100 fois et j'en ai ri comme si c'était la première fois parce que certaines choses méritent cette gentillesse. À la moitié du dîner, mon téléphone s'est éclairé sur la table. Le nom de Jean. Est-ce qu'on peut parler? Je l'ai regardé un instant de plus que ce à quoi je m'attendais, sentant le poids de 11 ans d'habitude. Puis j'ai retourné le téléphone face contre terre et je suis retourné au pot-au-feu de ma mère, à l'histoire de mon père, aux gens qui ne m'avaient jamais fait sentir comme un fardeau ou une transaction. Cette histoire nous rappelle avec force que la générosité sans limite peut parfois nourrir le mensonge plutôt que la gratitude. Elisabeth a passé 6 ans à porter le poids financier d'une famille qui ne la respectait même pas, tout cela parce que son mari avait choisi de construire sa propre image sur un mensonge. La leçon ici est fondamentale, l'argent dans un couple n'est jamais juste une question de chiffres, c'est une question de respect et de transparence. En imposant ses propres règles, Elisabeth n'a pas seulement protégé son compte en banque, elle a récupéré sa dignité. Elle a prouvé que la famille ne doit jamais être une excuse pour l'exploitation. On ne peut pas construire son propre honneur sur le sacrifice silencieux de l'autre. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous été capable de rester aussi calme qu'Elisabeth face à une telle trahison? Pensez-vous que Jean mérite une seconde chance après avoir menti aussi longtemps et avoir méprisé les parents de sa femme? Partagez vos réflexions en commentaire, cela m'intéresse beaucoup de lire vos différents points de vue sur cette situation complexe.